Bonjour, je viens vers vous en ce début de semaine pour vous parler à nouveau de la communication. Vous avez tous fait des recherches, vous avez tous structuré un discours sur la communication touchant au champ sanitaire et social. Vous avez tous réalisé un support visuel illustrant votre discours. Nous avons réfléchi au modèle de la communication, aux différents paramètres intervenant dans la communication. Nous avons clarifié des termes, vous avez très bien travaillé. Les échanges étaient très riches, je vous en félicite. Et là, je vais vous faire une petite synthèse non exhaustive. Je vous invite à réaliser une veille documentaire sur la communication, surtout que ça vous intéresse. Nous avons pu constater que la communication fait intervenir énormément de paramètres, pas seulement le message, pas seulement l'information. Déjà, comme vous pouvez le voir à l'écran, au 1er siècle avant Jésus-Christ, Publilius Cyrus disait « Pour l'homme sagace, la physionomie est un langage », c'est-à-dire l'homme plein de finesse peut entendre beaucoup plus de choses s'il analyse la posture physique, les différents messages du corps. Allons-y pour la communication. Le modèle de Schramm, c'est un modèle parmi tant d'autres. Il a l'avantage d'être extrêmement simple. Ces éléments, vous les avez tous rapportés, l'émetteur, le récepteur, le message évidemment, le codage, le décodage, le récepteur qui génère la rétroaction, le feedback, c'est-à-dire une réaction de communication, et le bruit qui gêne le message. Le bruit, c'est tout ce qui peut venir entraver le canal du message. Donc l'émetteur, c'est la source du message. Ça peut être un individu isolé, une structure ou même une machine, un ordinateur qui envoie par exemple des spams. Ça peut être désagréable. L'émetteur est intentionné, il est motivé, consciemment ou pas, à dispenser un message. Il y a un sens dans l'action de l'émetteur. Il est stimulé par une idée, une pensée à émettre, et il est capable d'utiliser un code pour transmettre son message. Par ailleurs, il est soumis à un phénomène de distorsion, c'est-à-dire que le message tel que lui le perçoit ne sera pas forcément perçu de la même façon par le récepteur. C'est le phénomène de distorsion. Le récepteur, c'est le destinataire, un individu, un groupe. Nous avons vu la communication de groupe. Nous avons vu aussi la communication de masse. La différence entre la communication de groupe et la communication de masse, c'est que dans la communication de masse, il n'y a pas de rétroaction, pas d'échange. Nous avons vu que la communication de groupe, ça pouvait être la classe de SP3S, les échanges que nous étions en situation de communication de groupe, c'est-à-dire un groupe, des échanges et une rétroaction, à chaque fois avec la personne qui faisait sa prestation orale. Le récepteur peut être aussi une machine, un téléphone, un ordinateur. Parfois, nous ne choisissons pas d'être récepteurs, nous ne sommes pas forcément récepteurs intentionnels. Le récepteur est aussi le décodeur du message émis. Il a besoin d'avoir la clé du code pour le comprendre. Il perçoit les idées émises et lui aussi est sujet à un phénomène de distorsion lors du décodage. Plus il y a de récepteurs, plus il peut y avoir de distorsion. C'est ce qu'on peut appeler en langage familier le téléphone arabe. Ok ? Le feedback ou la rétroaction, c'est lorsque le message a atteint le récepteur et que, en fonction de tous les paramètres du récepteur, sa personnalité, sa perception, son état d'esprit, son comportement, son occupation dans le moment, il émet, il a une réaction. Et il répond. Il devient donc, à son tour, émetteur d'un message qui est relié à celui qui avait envoyé le premier message. Le canal, c'est le médium, c'est le moyen qui permet cet échange entre l'émetteur et le récepteur.
Ça peut être le son, la voix, les ondes, la télédistribution. Le téléphone, il y a énormément de canaux, surtout avec les nouvelles technologies. Ça peut être aussi le papier. Les masses médias qui s'adressent à un ensemble de récepteurs, ça c'est une communication à diffusion collective pour... Voilà. Continuons. Le message en lui-même, évidemment, c'est l'élément principal du processus de communication. Il est composé de signes communs à l'émetteur et au récepteur. C'est comme ça que la communication est possible, évidemment. Il est codé et décodé. Il est relié, il est influencé par la motivation de l'émetteur. Il véhicule sa pensée. Et il est constitué d'unités d'information. Vous avez réalisé une recherche sur l'information. Vous avez pu appréhender le fait que l'information est une donnée brute qui n'a pas de sens en dehors de la communication ou de la gestion de cette information. Donc, on peut dire que le message est constitué d'unités d'information. L'information est neutre. Et le message peut être conservé sur un support, papier ou informatique. Le codage et le décodage. L'émetteur, pour faire comprendre son message, isole des signes et les rend cohérents avec, on peut dire qu'il utilise un guide, agencé aussi selon un code. L'émetteur n'utilise pas tout, il prend ce dont il a besoin. Le canal utilisé a des contraintes de codage. Et évidemment, les signes, le code doivent être communs aux deux parties, l'émetteur et le récepteur. C'est le décodage qui peut générer les distorsions. À présent, nous allons parler des fonctions du langage. Il y a 3 registres dans le langage, comme vous le savez. Ça aussi, ça a été vu. Langage courant, familier, soutenu. Il y a 6 fonctions du langage. Expressive, informative, injonctive, poétique, fatigue, métalinguistique. Nous allons y revenir quand nous travaillerons sur les différents supports que vous allez réaliser. Par rapport au phénomène de distorsion, il y a aussi le fait que nous filtrons inconsciemment les informations et ça transforme le sens du message, qui ont des connotations différentes en fonction des récepteurs. Par exemple, si je dis le mot batterie, certains vont penser à une batterie, c'est-à-dire ce qu'on utilise dans les restaurants. D'autres vont penser à la mécanique, à la batterie d'une voiture, d'autres à la musique, d'autres à une pile, etc. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle contresens. Il y a des filtres à tous les niveaux. Il y a des variables psychosociales cognitives, ça vous l'avez vu, sociales. Ça, je vais pas y revenir, on a bien travaillé dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que 65% de l'information est non verbale. Elle se situe au niveau des attitudes et des gestes. 30% de l'information est dans la forme, l'intonation. Seulement 5% est de l'information brute. Donc, vous voyez, 5%. C'est pour ça qu'il va falloir travailler votre communication et comprendre la personne avec qui vous parlez ou avec qui vous voulez communiquer en communication de groupe. C'est pour ça que nous travaillons. Alors, l'entonnoir des communications, tout ce que je sais dire, ce que je voudrais dire, ce que je dis, ce que le récepteur entend, écoute, comprend, accepte et retient. Vous voyez qu'il y a beaucoup de nuances. L'écoute active, elle permet de se centrer sur la personne, sur les faits, sur l'opinion et sur l'émotion. Bon, ça, c'est des définitions, je n'y reviens pas, on en a parlé.
ça aussi. Alors, la communication non verbale, c'est ce que voit l'interlocuteur s'il y a contact visuel. C'est pas seulement dans la gestuelle, comme nous l'avons vu, c'est votre allure vestimentaire véhicule un message, la posture, la façon dont votre corps est placé, la gestuelle, la façon dont vous bougez quand vous communiquez, les expressions du visage, détendu, crispé, souriant, les inflexions de la voix, très important. Ensuite, le débit de vos paroles, le rythme, l'intonation des mots. Et toute manifestation non verbale faite par le corps. Par exemple, remettre ses cheveux, croiser les bras, des choses comme ça. Donc, le langage non verbal inclut la voix, le rythme de la parole et même la respiration. Et même quand il n'y a aucune partie verbale, il y a communication. Et la communication fonctionne moins bien s'il n'y a pas de cohérence entre les différents éléments de communication. C'est-à-dire, si votre langage corporel est contradictoire avec ce que vous dites, ça crée une impression de malaise et la communication devient difficile. Alors, les 5 niveaux d'application du langage non verbal, il y a le territoire. C'est pas pareil d'échanger dans un bureau officiel que sur le trottoir avec un ami. La distance d'interaction, on l'a vu aussi, la distance intime 50 cm, personnelle 50 cm à 1,25 m, sociale 1,25 m à 3,60 m et public plus de 3,60 m. Le langage non verbal, c'est les postures, la façon dont est posé notre corps, les expressions du visage et la gestuelle quand vous parlez. Voilà, là, c'est un résumé de ce que je viens de dire. Ça, nous l'avons vu. Vous avez 2 personnes avec une posture opposée. L'une est ouverte, l'autre est fermée. Figure souriante, détendue, contact visuel, à gauche. Ses mains sont tendues vers son interlocuteur. Elle est légèrement penchée vers elle. C'est une attitude très communicative. L'autre semble en colère. Son corps est en retrait, elle croise les bras, elle croise les jambes. Son visage est fermé, tendu. Ses yeux sont en colère. Enfin, voilà, on voit bien les 2 opposés comme ça vous fait constater l'impact de la communication non verbale. Alors, la communication analogique, c'est tout ce qui touche au corps, le non-verbal, les gestes. La communication digitale, c'est les éléments de codage, les mots. Alors, le lien entre 2 individus dans la communication interpersonnelle. Alors, les neurones miroirs, je vais vous en parler. Il se passe énormément de choses dans le cerveau quand nous communiquons, quand nous échangeons en face à face. Et notamment, inconsciemment, nous percevons l'état interne de la personne. Nous captons ce qui se vit à l'intérieur, nous le captons de manière inconsciente. Après la synchronisation, c'est que 2 personnes en train de communiquer s'alignent sur le langage, sur le rythme, sur l'intonation, sur l'état émotionnel, elles se synchronisent. Les différents niveaux de relations professionnelles, désagréables, froides, neutres, tièdes, compréhensives, d'identification, assez chaleureuse, très chaleureuse, de séduction. On n'a pas envie d'avoir une relation professionnelle désagréable, on préfère être dans la relation chaleureuse. Alors, le profil VAC, c'est les perceptions visuelles, auditives et kinesthésiques. Les personnes ont des aspects principaux. Certaines personnes sont visuelles, d'autres sont auditives et d'autres sont kinesthésiques. Kinesthésique, ça veut dire le mouvement, ce qu'elles ressentent de leur corps. Et pour savoir
leur profil, il suffit de les écouter parler. Ceux qui ont un profil visuel utilisent des termes où la vue est évoquée. À courte vue, apercevoir, brillant, clair, pour le profil visuel. Profil auditif, bruit, composé, cordes, déclic. Profil kinesthésique, agitation, bouger. Il utilise dans son vocabulaire ce qu'il ressent. Donc, si vous voulez communiquer avec une personne qui a un profil kinesthésique, utilisez les mots qu'il comprend, qui lui sont naturels. Nous en venons à la programmation neurolinguistique. Je vais vous montrer une vidéo expliquant ce qu'est la programmation neurolinguistique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la synchronisation, et ça permet de bien comprendre l'usager en utilisant son langage. On approfondira ça. La carte du monde, ça fait aussi partie de la programmation neurolinguistique. Chaque personne a une expérience personnelle, des images qu'elle a enregistrées et une carte des repères intérieurs, des représentations mentales, 80% composées d'images, 5% de sons et 15% de sensations. Évidemment, il faut comprendre la carte du monde de la personne pour bien communiquer. Il y a la part consciente, l'effet psychique dont la personne a conscience, et inconsciente, ce qui échappe entièrement à la personne, même si c'est perçu par celui qui communique. Alors, les mouvements oculaires sont importants dans la communication. On ne peut pas connaître les idées, mais on peut savoir si la personne utilise des images, des sons ou des sensations pour préparer ses phrases. C'est aussi de la programmation neurolinguistique. Si la personne regarde à droite, c'est la mémoire qui est rappelée. C'est donc qu'elle ne ment pas, par exemple. Si elle regarde en bas à droite, c'est qu'elle dialogue avec elle-même. Après, si elle regarde en haut à gauche, eh ben, c'est qu'elle imagine ce qu'elle dit. Elle ne l'a pas vécu. Et si elle regarde en bas à gauche, c'est qu'elle utilise la mémoire des mouvements de son corps. Nous allons y revenir en cours. D'autres micro-comportements à discerner, le choix des mots, la respiration, le ton et le tonus musculaire du visage. Voilà, j'ai fait un petit tour par rapport à tout ce que nous avions évoqué à travers vos exposés. D'ailleurs, je vous en félicite. Certains ont été partagés parce qu'ils collaient vraiment à votre référentiel de compétences. Et je vous dis à demain.